Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Insulte, Macron traite les Français de maboules. Panique et financement occulte. Avant de traiter cette information et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Yannick Hilarion, Marie Aubel, Philippe Lecle, Philippe Bohen et Mister Guili Guili. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire ? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Retour sur une belle victoire. La commission d'enquête sur l'audiovisuel public adopte le rapport de Charles Aloncle. Ce fut une très belle surprise, car les bruits de couloir, je vous l'avais annoncé, Le Figaro et autres, indiquaient que le rapport allait être censuré suite à une magouille des macronards. Et le rapport fut validé. Question simple, qui a trahi les macronards ? Charles Aloncle. Pardon, si le bloc macroniste s'abstenait, oui, ça votait contre. Et en fait, il a fallu le soutien d'un groupe indépendant qui s'appelle Lyot pour que ça passe. Donc Gabriel Attal, quand il annonce que son groupe s'abstient, il sait qu'il y a plus de voix contre de gauche que de voix pour. Absolument. Ah oui, donc effectivement. Ce fut bien donc les Lyot. C'est un scrutin riche en enseignements. La première chose que l'on peut déduire, c'est que de nombreux députés qui autrefois soutenaient Emmanuel Macron ont décidé de ne plus le soutenir. Oui, on commence à déserter le Titanic Macron. Après l'abandon d'ailleurs des ZFE, cela devient une certitude. D'où d'ailleurs la colère et la stupeur de l'extrême centre qui va des socialistes jusqu'au Modem. Autre question, il aurait été quand même plus simple pour les macronards de voter la censure du rapport Charles Aloncle. Et non, c'est là où cela devient passionnant. Les macronards ont été accusés de censure. Ils ont voulu faire porter la censure sur la gauche et sur les indépendants. Caramba, encore raté. Quant à Charles Aloncle, très très bien joué. Ce travail aura été... Et vous êtes courageux, parce que d'en avoir pris autant... D'avoir le système... C'est tout le système. Le système, c'est France Inter, c'est quotidien, c'est ce soir, c'est à vous. Tout le système est contre vous. Bravo. Et oui, c'est grâce à l'élan populaire sur X et les réseaux sociaux que vous avez réussi à faire plier le système à un vrai raz-de-marée citoyen qui a maintenu la pression jusqu'à la publication du rapport malgré toutes les collaborations. C'est un second enseignement. Sans les réseaux sociaux, Charles Aloncle n'aurait pas pu aller au bout de son travail. Vous connaissez les macronards, ce sont des vampires, ils ont eu peur de la lumière, ils ont eu peur de l'opinion publique, ils ont eu peur des réseaux sociaux. Alors ils ont tenté de magouiller à l'ombre avec les indépendants. Mais cela n'a pas fonctionné. Voyez-les, ils sont verts de rage. Si M. Aloncle n'est pas capable de comprendre que l'audiovisuel public est un outil de souveraineté, moi je me demande si c'est vraiment un bon patriote. Affirme Erwan Balanant, mais c'est à mourir de rire. Vous avez donc une sphère médiatique verrouillée par une certaine gauche, et centriste également, qui ne supporte pas qu'on vienne remettre en cause leurs petites choses. Un outil d'influence ultra installé et qui panique dès qu'on le critique. Victoire du peuple, le rapport sortira donc le 4 mai. Ça, c'est la réalité et ça, c'est l'indécence. Oui, parce que ce Erwan Le Bannan, centriste, Bayrou, est impayable. Il parle d'un sujet qu'il ne maîtrise pas vraiment, le patriotisme. C'est quand même paradoxal en effet. Ce sévice public défend le mondialisme, le progressisme et l'européisme contre les intérêts les plus vitaux de la France. Vous avez noté le paradoxe ? Ces journalistes du sévice public ont, en quelque sorte, un monopole d'État. Ils sont protégés par l'État. Chose que ces journalistes refusent aux autres Français qui sont balayés par la mondialisation. Alors, ils ont un monopole pour défendre la destruction de la France. Peut-on faire plus abject ? Mais attention, il y a mieux que ce modem européiste.
le président de la commission, le cocu de cette histoire. Entendez-le baver. Qui appartient au groupe de Vincent Bolloré. C'est quoi? C'était la marionnette de Vincent Bolloré, Charles Laloncle? Peut-être, c'est vous qui le dites. Ah bah non, pardon, là peut-être. Est-ce que vous s'entendez, hein, et c'est une question que je pose. Peut-être de personnes qui veulent racheter l'audiovisuel public à vil prix. J'ai jamais vu. Le président de la commission d'enquête porte des accusations d'une violence inouïe contre son propre rapporteur, Charles Laloncle. Si vous avez suivi ces entretiens, vous savez que Jérémy Patrier-Létu, que vous venez d'entendre, président de la commission sur l'audiovisuel public, avait comme mission de faire échouer le travail de Charles Laloncle. Pendant les travaux de cette commission, il a empêché plusieurs fois Charles Laloncle de poser des questions. Mais voilà, comme la commission était filmée, ça s'est retourné contre lui. Ensuite, il a manœuvré pour faire échouer la publication. Raté. Macronard déjà, ça rime avec quoi? Oui, tocard. Et puis, oui, Jérémy Patrier-Létu, député Horizon du Calvados, président de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public, a des liens institutionnels directs et officiels avec l'audiovisuel public. Ces liens sont publics, déclarés à la haute autorité pour la transparence de la vie publique, et ont été au cœur de polémiques pendant les travaux de la commission. Les mandats précis, tous déclarés. Administrateur de Radio France de janvier 2023 à juin 2024. C'est un poste classique pour un député membre de la commission des affaires culturelles. Administrateur de LCP, la chaîne parlementaire, d'octobre 2022 à juin 2024. Membre du conseil d'administration de France Média Monde. Il occupe toujours ce mandat aujourd'hui. Vous comprenez mieux pourquoi il bave de rage sur Charles Laloncle. Autre enragé. Quand je suis sortie de cette très longue réunion de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, j'étais dans un état de sidération. La députée du Parti socialiste, Aïda Hadizadeh, une des plus virulentes membres de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public contre Charles Laloncle, aura été en 2021 et 2022 la directrice générale adjointe de la Fondation Mosaïque, qui revendique des liens directs avec Radio France et France Télévisions. Ben voyons. Et on ne sera pas étonné d'apprendre qu'Edoui Plenel a lui aussi des conflits d'intérêts. Le chien ne mord pas la main qui le nourrit. En 2008, Xavier Niel, aujourd'hui un des principaux actionnaires et fondateurs de Media One, qui produit bon nombre d'émissions sur le service public, a versé 200 000 € à la Société des Amis de Mediapart, une structure de donateurs actionnaires. On ne s'étonnera pas de l'opposition d'Edoui Plenel au rapport de Charles Laloncle. L'entre-soi, c'est se serrer les coudes et faire des ronds de jambes à ces oligarques donateurs. Et puisqu'on parle d'oligarques, conflit d'intérêts. BHL est président du conseil de surveillance d'Arte et Arte lui achète des documentaires pour 750 000 €. Elle est pas belle la vie? Vous faites ça avec votre boîte et vous êtes sous bracelet électronique. Tout ce petit monde d'affairistes a subi une lourde défaite. Bien sûr, devant les médias, ils se drapent dans les intérêts supérieurs de la nation pour cacher leur petite saleté. Un grand classique. Maude Bréjon estime que le rapport de Charles Laloncle est un outil politique qui vise à une destruction de l'audiovisuel public. Et Yael Braun-Pivet sur Charles Laloncle. Je salue son travail, mais il a été peut-être un peu trop dans la lumière. Et oui, la lumière en démocratie, c'est un problème, surtout pour Braun-Pivet. Personnellement, j'aurais aimé que Braun-Pivet soit un peu plus en lumière lorsqu'elle a dirigé une commission d'enquête. Vous vous rappelez? Yael Braun-Pivet, quel a été son rôle dans l'affaire Benalla? Première femme élue au poste de présidente de l'Assemblée nationale le mardi 28 juin 2022, Yael Braun-Pivet a vu sa nomination être remise en cause par l'opposition pour avoir cadenassé la commission d'enquête liée à l'affaire Benalla, dont elle était la co-rapporteure. Et oui, Macron a remercié sa poule en la nommant au perchoir. Voilà, cela fait des années qu'on dénonce dans la presse de réinformation les dérives du service public. On dénonce en effet l'abrutissement des programmes, la vulgarité, sa propagande journalistique éhontée, l'affairisme, les gabegies financières, et surtout, on a mis en lumière la privatisation de ce service public par le Parti socialiste.
Le rapport Charles Aloncle a corroboré toutes nos analyses. Fakir, un pantoufleur à 260 000 euros. Olivier Dussopt, ex-ministre de Macron, prend la tête d'Emeis, ex-Orpea, l'entreprise au cœur du scandale des EHPAD. Il faudrait également rappeler que cet Olivier Dussopt, que le 9 février 2026, lors d'une cérémonie à l'Élysée, Le Poudré lui a remis les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Avril 2026, il est proposé pour devenir président du conseil d'administration, c'est fait. Il a été condamné pour favoritisme, délit d'atteinte à la probité, article 432-14 du Code pénal, concernant un marché public d'eau potable attribué en 2009 à Annonay, Ardèche, alors qu'il était maire. La corruption n'a pas été retenue malgré de somptueux cadeaux. C'était ce même Olivier Dussopt qui a défendu la retraite à 64 ans après s'être farouchement opposé quelques années auparavant à la retraite à 62 ans proposée par le gouvernement Sarkozy. Pour exercer une telle fonction, il a bénéficié d'une exemption de la justice puisqu'il a été condamné. En Macronie, plus vous êtes pourri, plus vous êtes récompensé. Allez, le chef. Emmanuel Macron s'insurge contre les maboules qui veulent se fasser avec l'Algérie. Rebelote, Macron insulte de nouveau les Français. Et oui, pour près de 76% des Français, l'État devrait arrêter momentanément d'accorder des visas aux Algériens. Sondage CSA. Sachez-le, pour Macron, plus de 3/4 des Français sont donc des maboules. Honnêtement, ça lui va bien au Poudré de traiter les autres de maboules. Peut-être qu'il n'en peut plus que tout le monde le qualifie justement de fou, de perturbé d'Amiens ou d'instable de l'Élysée. Une inversion accusatoire en somme. Marine Le Pen. Je note la trumpisation d'Emmanuel Macron. Il semblerait qu'il prenne modèle sur le président des États-Unis et qui a un langage extrêmement cru. Ça, c'est pour la forme. Pour le fond, je trouve... Et pour le fond, l'Algérie nous coûte plus de 9 milliards d'euros par an de factures. Et c'est un minimum. C'est quand même curieux comment Macron finit par se caricaturer. Une nullité à l'Élysée, une absence de hauteur et surtout une impossibilité à assumer ses actions. Car on ne demande pas à un président de la République de se fâcher avec l'Algérie, mais de se faire respecter. Et qui ne se fait pas respecter par l'Algérie? Et pour quelle raison? Driss Ghali. Posons ça. Mais c'est lui qui a éloigné la France de l'Algérie en reconnaissant que le Sahara occidental est marocain. Et pour l'Algérie, c'est un coup de poignard dans le dos. On peut être d'accord ou pas. Donc, c'est lui qui s'est fâché avec l'Algérie. Donc, à la limite, c'est lui le maboule. Eh oui, Emmanuel Macron, comme dit Marine ou Driss Ghali, se trumpise. Mais allons un peu plus loin. Oui, Emmanuel Macron s'est fâché pendant quelque temps avec l'Algérie. Puis, il s'est aplati de manière assez curieuse. C'est au moment où les journaux algériens lui ont fait une petite piqûre de rappel. Laquelle? Les services algériens font-ils chanter Macron le maboule? Fin 2016, la campagne d'En Marche était en très grande difficulté financière. Seulement environ 5 millions d'euros levés, malgré les dîners de levée de fonds et le site internet. Entre janvier et avril 2017, Macron a connu de graves difficultés de trésorerie. C'est dans ce contexte qu'il fait un voyage officiel à Alger les 13 et 14 février 2017, alors qu'il n'est plus ministre et qu'il est candidat. Derrière les discours publics, la fameuse phrase sur la colonisation comme crime, etc., le journaliste d'investigation, Marc Andelweld, décrit des rencontres discrètes organisées avec des réseaux affairistes algériens proches du régime de Bouteflika. Issad Redrab, l'homme le plus riche d'Algérie à l'époque, dîner discret, la veille des rencontres officielles. Ali Haddad, patron du Forum des chefs d'entreprise, équivalent du MEDEF algérien, est très proche du camp Bouteflika. Petit déjeuner discret à l'hôtel El Horaci le 14 février, plus une autre rencontre avec le FCE où Macron s'engage sur les énergies renouvelables. Des intermédiaires clés étaient présents ou ont facilité ses contacts. Alexandre Benalla, déjà garde du corps et homme de confiance, et Alexandre Djouri, l'intermédiaire franco-algérien sulfureux, mêlé à d'autres affaires de financement politique. Marc Andelweld
explique que ces réseaux transversaux, France-Afrique, Renseignement, Affaires, ont proposé leur soutien à Macron à partir du moment où il est devenu favori pour éviter Marine Le Pen ou François Fillon. Il parle de services rendus et de zones d'ombre sur le financement de la campagne entre janvier et avril 2017. Marc Andelwed montre clairement que l'argent manquait terriblement, que ces oligarques étaient au rendez-vous au bon moment, car après la rencontre, le cash a coulé à flot pendant la campagne électorale d'Emmanuel Macron. Étonnant, non ? Macron semble avoir des trous de mémoire. Remarquez, c'est un peu le cas de nombreux maboules. La presse algérienne avait aussi évoqué, lors de la visite des Macron à Alger, que Bribri voulait visiter la fac d'Alger où elle aurait des souvenirs. C'est curieux parce qu'en 1961, elle était toute petite. Très curieux, en effet. C'est simple, Macron, c'est le Midas d'Amiens. Tout ce qu'il touche se transforme, en quelque chose qui sent très mauvais. Comme l'écart, les désillusions des cars Macron, Blablacar. Oui, encore une initiative foireuse du poudré. Et puis, sous Macron, il y a cela. 20 000 enfants qui se prostituent en France. On se rend compte de la folie et 75% viennent de l'ASE, c'est-à-dire un service d'État. C'est un scandale. L'État est complice de ces réseaux de monstres. Lorsqu'on sait que Jeffrey a bénéficié d'une totale impunité, est-on étonné ? Autre gros dossier, le pchout. Les Français se vaccinent de moins en moins et cela inquiète nos scientifiques. 300 médecins et scientifiques français ont signé une tribune pour alerter sur le recul de la vaccination. Ils craignent que la tendance anti-vax observée aux États-Unis n'atteigne la France. Petite remarque, si les médias n'avaient pas repris en chœur tous les bobards d'Olivier Véran, de Castaner, d'Emmanuel Macron, de Gilbert Deray, de Molly Bobard et de tous les autres, les Français auraient peut-être conservé leur confiance. Quant à la tendance aux États-Unis, la pression sur le Doge pour poursuivre Anthony Fauci s'intensifie après l'inculpation d'un conseiller, avec seulement quelques jours restants pour inculper les mensonges sur le Covid. Oui, le conseiller d'Anthony Fauci est inculpé par le département de la justice. Que lui reproche-t-on ? David Morens, ancien conseiller senior d'Anthony Fauci au National Institute of Allergy and Infectious Diseases, a été inculpé le 28 avril 2026. De quoi exactement ? Il est accusé d'avoir participé à un schéma pour dissimuler des documents fédéraux pendant la pandémie de Covid-19, notamment pour éviter les demandes de transparence via la loi Freedom of Information Act. Les chefs d'accusation principaux: conspiration contre les États-Unis, destruction, altération ou falsification de documents dans le cadre d'enquêtes fédérales, dissimulation, retrait ou mutilation de documents, complicité. Il risque jusqu'à 5 ans pour la conspiration et 20 ans pour le chef d'accusation pour les falsifications et destruction de documents. Mais n'oubliez pas, il faut absolument que vous ayez confiance dans nos autorités macronardes. International, comment remettre le dentifrice dans le tube ? Donald Trump a déclaré la guerre à l'Iran, mais il a bien du mal à la terminer. Donald Trump a promis de rendre la vie moins chère et de mettre fin à l'inflation. Mais des mois de guerre commerciale et son attaque contre l'Iran ont eu l'effet inverse, rendant les États-Unis plus coûteux. Et oui, café, carburant et logement. Pourquoi Trump a un problème d'inflation ? L'opération Epic Fury de Donald Trump sur l'Iran s'est transformée en une quête épique d'une issue. Il n'existe cependant aucune sortie évidente qui ne ramène pas à l'autoroute. La dernière offre de l'Iran illustre pourquoi. Pour comprendre ces articles du Financial Times, mais vous retrouvez les mêmes analyses dans toute la presse américaine, qu'elle soit d'ailleurs trumpiste ou non. Donald Trump voudrait proclamer une victoire unilatérale sur l'Iran. Petit souci, aucun de ses objectifs militaires et politiques ne sont atteints. Et en plus, le monde fait face à une terrible crise économique. Alors oui, Donald Trump aimerait remettre le dentifrice dans le tube, mais il ne sait pas comment procéder. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy. Hélène Arnaud, s'il fallait choisir entre les extrêmes, je voterais Mélenchon.
C'est amusant, hier j'ai affirmé que socialiste milliardaire, c'est comme un pléonasme. Après, Rothschild, Kretinsky, Pigasse, qui financent la presse de gauche, il faudrait pas non plus oublier à la Minc. Voilà maintenant Madame Arnaud. C'est peut-être la tendance Soros mondialiste. La gauche provocatrice. Le lycée Arnaud Beltrame de Mézieux va renommer sa salle polyvalente au nom de la boxeuse algérienne Iman Khelif. Un bel exemple pour la jeunesse, c'est sûr. Donc Iman a boxé violemment des femmes. Et d'ailleurs, elle a été exclue des compétitions mondiales de boxe. On se demande pourquoi. Sandrine Rousseau. Être fier d'être français, c'est une fierté au rabais. C'est juste naître quelque part. Waouh, c'est profond. Identité, culture, civilisation, tout cela à la poubelle pour Sandrine. Mais ce que j'aime, c'est la suite. Si on n'est plus fier d'être français, on doit être fier quand même de la France, de quelque chose. Et oui, pour Sandrine, y a bon miam miam la France, y a bon miam miam Doliprane. La France hôtel, en quelque sorte, chère aux mondialistes, comme Jacques Attali et tous les totalitaires. Le petit Gabriel s'est fait voler son cartable à l'école alsacienne, dans la collection Gros Mytho. Dans la série, les progressistes sont d'ignobles individus. Depuis que sa sœur aînée Maria Carolina s'est affichée publiquement au bras de Jordan Bardella, le WWF France demande à Maria Chiara de Bourbon des Deux Siciles de cesser de se présenter comme ambassadrice de l'ONG. L'organisation prend ainsi ses distances avec la famille Bourbon des Deux Siciles sur fond de proximité affichée avec le président du Rassemblement national. La gauche, la tolérance, le droit des individus, blablabla, blablabla. Le Gorafi a reçu de nombreux sponsors, et notamment Truffina, pour Rottweiler, saveur nourrisson, mais c'est affreux. Écoutable, annuaire, le livre audio. Ça met un peu de temps à démarrer, mais à partir de Maurice Chabouin, ça devient palpitant. Louise, une auditrice. Le docteur Maboul. Oui, n'hésitez pas à acheter le docteur Maboul. C'est pas moi, c'est la faute aux autres. L'oreille sélective. J'entends, mais je ne comprends pas. Les paroles en carton. Notre histoire algéro-française est une histoire d'amour. Le gaz lacrymogène. Maintien de l'ordre coûte que coûte. Le mépris du peuple. Ceux qui ne sont rien. L'amour du luxe. Je traverse la rue et je vous en trouve, moi, des millions. Le cerveau déconnecté. Je ne suis pas au courant. Le nez arrogant. Qui viennent me faire faire. Le doigt lecture. Je ne ferai aucune repentance. Et l'allergie aux gilets jaunes. Les Gaulois réfractaires. Achetez donc la poupée du docteur Maboul. La poupée à l'ego surdimensionné à la langue de bois. Sponsorisée par Davos. Peut-on affirmer qu'un humoriste est drôle et qu'un autre ne l'est pas? Simple question de goût? Eh bien, vérifions. Naïm et Céline Dion. Plus. Puis toi aussi, je t'aime, ça va être long, ça va être long. Toi, je t'aime. Puis toi aussi, je t'aime. Je vous aime tellement, c'est pour ça que j'ai mis les places à 835 €. C'est quand même plutôt drôle. Naïm construit son sketch sur le comique de personnage. Le personnage de Céline Dion, gestes et accents, c'est plutôt réussi. Il y ajoute un comique de situation et de mots. Cette déclaration enflammée au public qui s'oppose au billet à 835 €. Exagération, mais exagération comique. Le message est clair. Naïm dénonce le décalage entre le discours marketing de la générosité de Céline Dion et la réalité, l'avidité de la vedette. Lors de son passage à Paris, Céline Dion a donné un concert où les places étaient vendues 500 €. Son public, vous le savez, est populaire. Maintenant, passons au deuxième comique. Oui, comparons Naïm, l'excellent Naïm, à un comique subventionné de France Sphincter. Attention, c'est hilarant de la Baltique. Par applaudissement, il y a des gens d'extrême droite dans la salle? Moi, je peux pas applaudir, j'ai mon micro dans la main. Vous êtes en couple tous les deux? Vous êtes en couple? C'est quoi vos prénoms? Bah alors, Nagui et Delphine, on répond pas? On est gênés? Nagui, si tu continues, tu vas finir avec une OQTP, une obligation de quitter la télé publique. On est tous morts de rire. Remarquez que le
comique aux ordres a utilisé à peu près les mêmes artifices que Naïm. Vous avez un comique de personnage, un comique de mots et un comique de situation. Comique de personnage, bon, on n'a pas très bien reconnu Charles Aloncle, l'imitation était assez lamentable. Quant au comique de mots, essentiellement fondé sur des insultes, c'est assez pauvre. Quant au comique de situation, capillotracté, d'un côté il y a Charles Aloncle, le méchant d'extrême droite, et de l'autre, on a bien compris, les gentils, Delphine Ernotte et Nagui. Ils nous font avaler de sacrées couleuvres. Bref, c'est assez lamentable et c'est même gênant. Heureusement qu'il y a des rires enregistrés, sinon ça serait à pleurer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.